Nous allons commencer donc la dernière présentation de la matinée avec la société Kevlar AI et son dirigeant, cofondateur et président directeur général, Ahmed Achak, pour tout simplement vous présenter les 3 clés pour réussir l'intégration de l'IA dans les SOC. C'est ça ? Eh bien, on est parti. Merci. Voilà, c'est à vous. Merci. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. L'idée, effectivement, ça va être de vous parler un petit peu de l'IA dans le SOC, de comment on la déploie, des rétex clients, de ce que ça apporte concrètement en production, au-delà de la promesse que celle-ci peut avoir. Donc, on a quelques slides sur lesquels on va passer relativement vite pour quand même essayer d'introduire ce qu'on fait, de vous donner un petit peu de contexte, avant d'axer le reste de la discussion, encore une fois, plutôt sur les outcomes et ce que cela représente une fois mis en production. Donc, le premier point, c'est que dans le SOC, c'est né un mystère, ça n'est nouveau pour personne. Les volumes d'alerte sont croissants, c'est un environnement qui est quand même assez contraint. C'est finalement la dernière couche de défense. Vous avez vos systèmes de détection qui sont en place, vous avez vos capteurs, vous avez votre SIEM, etc. Donc, toute la machinerie qui est derrière. Et au final, on positionne le SOC, avec du coup les SOC analystes, pour essayer de répondre à cela. Sauf que la contrainte, c'est qu'on vit, et pareil, ça n'est un mystère pour personne, une époque un petit peu chahutée. Et ben, la conséquence de ça, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus d'alertes, que celles-ci sont de plus en plus difficiles à naviguer. L'IA commence à jouer un rôle de plus en plus important côté offensif. Et donc, on a des SOC qui sont encore plus sous l'eau et qui ont encore plus de mal à repousser tout cela. Et la conséquence, c'est que vous avez d'abord beaucoup de faux positifs, donc fondamentalement des signaux sur lesquels on va évidemment passer du temps, mais qui sont in fine relativement peu importants. Et donc, c'est fondamentalement du temps perdu. Et la conséquence, c'est que on ne peut pas couvrir toutes les alertes et qu'on va plutôt passer du temps sur certaines. Toutes les investigations ne vont pas forcément être aussi fournies qu'est-ce qu'elles devraient être, etc. Donc ça, c'est vraiment le statu quo. Et l'idée, c'est que la promesse de Kevlar, c'est justement d'arriver à sortir de tout ça. Fondamentalement, aujourd'hui, les équipes ont des données qui sont dispersées. C'est particulièrement vrai de MSSP, qui vont couvrir des clients sur des stacks différentes et dont la promesse est justement finalement de fournir le meilleur service cyber à leurs clients finaux. Et le fait d'avoir des stacks dispersés, le fait d'avoir du coup quand même une forte dépendance aux analystes, vous pouvez avoir des niveaux d'investigation qui peuvent être très bons ou moins bon, en fonction de la pression que l'analyste a, en fonction de la seniorité de l'analyste en question. Des humains, on dort. Du coup, ça fait que quelqu'un doit reprendre le relais, qu'une investigation démarrée par X va être finie par Y. Et tout ça, ça pose autant de problèmes au sens opérationnel du terme, une fois mis en production. Fondamentalement, la logique de Kevlar est assez simple. C'est de permettre de sortir de ce système très siloté et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus autonome au bénéfice de la posture défensive du client en question. Et donc concrètement, 100% des alertes peuvent être analysées puisqu'il s'agit du coup d'une IA qui va faire les traitements et non plus d'analystes humains. Donc c'est plus scalable, c'est plus rapide, c'est plus consistant aussi. Les systèmes, les signaux vont être corrélés de façon automatique, il n'y a pas besoin d'intervention humaine. Et justement, on vient inverser finalement la façon de fonctionner. Plutôt que d'avoir une dépendance vis-à-vis de travail manuel, lent, inefficace, on a une IA qui va venir augmenter drastiquement les capacités d'investigation des équipes, qui va se charger finalement du travail de pivot, d'aller analyser les logs, etc., de façon autonome, et revenir ensuite à l'analyste avec les résultats de l'investigation en question. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est des investigations beaucoup plus rapides, un taux de faux positifs auquel les humains sont exposés qui est du coup beaucoup plus faible et du coup une capacité du SOC qui va être sans commune mesure, une capacité du SOC à répondre aux incidents naturellement qui va être sans commune mesure avec ce qu'on avait avant. Et donc, par rapport à cela, il y a notamment 3 points qui sont importants. D'abord, pour qu'une IA fonctionne bien, il faut que ce soit une IA qui soit cohérente. Vous avez besoin d'une IA consistante. Fondamentalement, il faut être capable de comprendre le chemin d'investigation de l'IA en question, d'assurer de la cohérence entre les différentes alertes. Dit autrement, si vous avez une campagne phishing, il est important que vous puissiez savoir il est important que l'IA puisse analyser de la même manière l'ensemble des alertes, qu'elle ne vous dise pas dans X% que c'est malveillant et qu'avec les mêmes logs, avec les mêmes alertes, elle vous dise dans le reliquat que finalement ça n'est pas très dangereux parce que ça pose un problème de cohérence et donc de confiance vis-à-vis de l'IA en question.
Le deuxième point, c'est le point de transparence. Pour pouvoir justement faire confiance à l'IA, il est crucial de pouvoir comprendre son raisonnement. Pourquoi est-ce qu'elle arrive à une conclusion plutôt qu'une autre? Et donc, on ne veut justement pas avoir une IA qui soit un chatbot. On ne veut pas avoir une IA non plus qui soit une black box. Il est important qu'elle soit autonome et il est important que, encore une fois, on puisse comprendre le cheminement par lequel elle est passée avant d'arriver à n'importe laquelle de ses conclusions. Autrement, on réduit drastiquement le ROI parce que vous allez probablement davantage l'utiliser comme un copilote, comme un assistant, plutôt que comme une technologie autonome. Et donc, ça réduit justement les promesses dont on a parlé au début. Et enfin, le dernier point, c'est l'adaptabilité. Le contexte d'un Mercedes-Benz n'est pas le même qu'un BMW, par exemple. Ce sont deux organisations de taille très similaire, d'origine similaire, de la même industrie. Pour autant, chacune a son histoire. Et il est important que l'IA, du coup, puisse contextualiser sa compréhension à la réalité du client, en fonction des serveurs, en fonction des attaques qui sont connues, etc. Donc cette capacité à ingérer du contexte et adapter fondamentalement sa façon de fonctionner est clé, puisque quelque part, elle a son propre onboarding. C'est ce que vous attendez d'analystes humains. Il est important que l'IA puisse apporter cette même flexibilité, cette même agilité au client en question. Et du coup, conséquence, on passe finalement d'un modèle où on est sur un modèle de pompier, vous avez beaucoup d'alertes et des analystes qui réagissent individuellement à chacune d'entre elles, à un modèle où vous allez plutôt être sur de l'analyse de pattern. Qu'est-ce qui se passe réellement? On a plus de temps du coup à consacrer aux signaux qui en valent la peine. On est moins dans la réactivité immédiate et beaucoup plus dans l'analyse de pattern. Et donc fondamentalement, notre thèse sur l'apport réel de l'IA et l'apport réel de Kevlar, ça n'est pas tant le traitement des alertes de façon individuelle, mais c'est beaucoup plus la capacité de faire émerger une visibilité nouvelle, de vous dire fondamentalement quelle est l'histoire de votre SOC, qu'est-ce qui s'y passe au-delà de vous avez X% de faux positifs, vous avez tant d'alertes de phishing par jour. C'est une bonne première idée, mais c'est plus important encore de pouvoir vous dire ok, là voilà l'attaque, comment elle a démarré, c'est corrélé sur 5 alertes qui sont espacées de 3 mois, et donc vous racontez fondamentalement une histoire qui, au bout du bout, vous permettra d'améliorer votre posture défensive. Et donc, voilà, merci beaucoup pour cette première partie. Je vais appeler du coup sur scène Benjamin Serre, qui est le Chief Development et Product Officer de Orange Cyberdéfense, et qui est un client de Kevlar. Donc Benjamin, je te laisse peut-être te présenter rapidement et on enchaînera sur les questions. Merci Ahmed de me laisser à vous suite et discuter un peu de tout ça avec toi et le partager avec l'ensemble des personnes ici présentes. Moi, je suis en charge du développement chez Orange Cyberdéfense en France, donc tout le développement produit, voilà, et donc sur l'ensemble des marchés, donc du grand public au grand compte. Du coup, on n'a qu'un seul micro, on va se le passer. Il y en a un deuxième qui arrive, merci beaucoup. Les aléas du direct. Et donc, moi j'ai une première question sur, globalement, le but de cette présentation aujourd'hui, c'est vraiment de parler de l'IA de Kevlar, en l'occurrence, en production, et des apports que cela représente pour le principal MSSP européen, Orange Cyberdéfense. Donc ma première question est la suivante. À quoi ressemblait fondamentalement le quotidien de SOC analyste avant de déployer l'IA de Kevlar en production ? En fait, nous, on est parti du principe que ça fait longtemps qu'on fait des SOC, on avait déjà pas mal automatisé, notamment avec l'intégration des SOR. On y avait interconnecté, et ça dans tous nos SOC, parce qu'on a quand même pas mal à chaque fois, on a des services qui sont dédiés à un marché client pour être bien focus. Et donc, on a beaucoup misé sur le partage de la Street Intel. Après, ça se faisait quand même, donc les limites, ça se faisait un peu quand même beaucoup par l'humain. Capitaliser sur un certain nombre d'événements et dire ok, ça on va aller enrichir partout, et puis il y a de plus en plus d'alertes, donc bien sûr les niveaux de sécurité les alertes de criticité les plus hautes, elles sont forcément traitées. Le reste était fortement automatisé, mais on n'a pas forcément tout le contexte. Quand on fait de l'automatisation, on fait des choses qui sont très prédictifs. Pour le coup, on ne garde pas le contexte. Tout ce qui est P3, P4, c'est un peu comme ça qu'on les appelle. Donc les alertes mineures, on faisait des traitements automatisés avec le SOR. Par contre, c'était le minimum qu'on pouvait faire, et ça servait surtout à recontextualiser en cas d'alerte critique, du coup mettre en lumière d'autres événements, comprendre mieux l'histoire. Là, avec Kevlar, ce qu'on a pu réduire, c'est un peu l'alerte fatigue. L'alerte fatigue, c'est qu'il y a de plus en plus d'alertes, et puis il y a des alertes qui sont plus ou moins verbeuses. Malgré tout, malgré le volume, il y a des choses qui peuvent passer, qui peuvent être visibles dans ce type d'alerte, qui sont quand même importants. Donc là, l'IA, c'est un vrai atout, parce qu'on laisse beaucoup moins de choses dans le rétroviseur.
Donc on est parti là-dessus, réduire un peu le temps la charge de travail sur l'analyste, retrouver une charge de travail un peu plus normale et traiter plus d'alertes, celles que on laissait uniquement l'automatisation, on a quand même une analyse qui est faite et du coup on a moins de choses dans le rétroviseur. On gagne du temps au niveau humain, donc on peut faire plus de clients grâce à Kevlar, avec le même nombre de people, mais surtout on a retrouvé une certaine sérénité et on laisse un peu moins derrière. Donc c'est le premier enjeu de l'intégration de l'IA, sachant qu'il y en a d'autres. Justement, on pourra en parler un petit peu plus tard de l'évolution potentielle, parce qu'effectivement aujourd'hui Kevlar c'est beaucoup autour du SOC. On a en commun quelques idées sur comment aller plus loin, je pense qu'on pourra en parler rapidement. Mais d'abord, si on se recentre sur les clients d'OCD, c'est quoi selon toi du coup l'impact concrètement que cela a pour eux? Tu as parlé du fait que tous les signaux sont investigués, y compris les alertes les plus basses en criticité. Est-ce que tu peux nous partager un peu le ROI que vous percevez pour les clients finaux? Il y a déjà un coût beaucoup plus prédictible parce qu'avec les clients, on mettait un curseur sur le volume d'alertes qu'on allait traiter. Donc il y a un certain nombre d'alertes, on disait ça on ne les traite pas. On a ce niveau d'automatisation et puis on reviendra dessus s'il y a d'autres alertes qui sont associées. Là d'un seul coup on peut tout traiter. On a un niveau de traitement qui est du coup supérieur pour un coût qui est lui inférieur parce qu'on va quand même gagner aussi en temps de travail. Donc c'est un impact dans les contrats actuels. C'est ce qui fait que d'ailleurs on a fait le choix de déployer Kevlar sur l'ensemble des SOC sans surcoût pour nos clients. Donc ce qui nous permet d'étendre le périmètre sans surcoût et du coup d'aller plus loin aussi en termes de valeur. Ça on n'en a pas parlé, mais on a une stratégie autour de la Street Intel qui est là depuis le début. Mais donc il y a beaucoup de choses qui sont câblées. Mais par contre, c'est quand même beaucoup lié à la capacité de hunting qui était réalisée dans des campagnes humaines. Et ça, les campagnes de hunting, aller faire sur des grandes crises cyber, c'est évident que tu les fais. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent être faits et c'est en fonction du coup du temps que tu as. Alors que là, avec l'IA, on peut rendre ça de façon beaucoup plus systémique. Elle a tout le temps la bande passante de temps, donc il faut lui rajouter un peu de CPU quand même des fois. Mais par contre, elle peut le faire de façon beaucoup plus systémique. Donc on vient enrichir aussi beaucoup notre data lake avec ça. Ouais. Et ça, c'est un énorme plus, parce que nous, on cherche le network effect. Plus on a de clients, tout nouveau client en fait, qui rentre dans le dispositif de surveillance en cyberdéfense, il enrichit la protection de tous les autres. Donc on cherche à amplifier ce phénomène parce qu'on est assez clair sur le fait que les attaquants ne les empêchera jamais d'innover. Donc du coup, c'est un peu grâce à ça qu'on remonte un petit peu le temps et qu'on vient améliorer la protection en temps réel. Justement, sur ce point, quelque chose que nous, on entend de plus en plus, c'est que fondamentalement, on était dans un modèle où on essayait d'empêcher l'attaquant d'entrer. Là, on part plutôt du principe qu'on n'y arrivera pas et que précisément l'IA peut permettre de rééquilibrer la situation qui est à date un petit peu trop à l'avantage des attaquants. J'ai peut-être une autre question pour toi, Benjamin, c'est justement quelles sont les perspectives pour toi d'évolution? Kevlar, aujourd'hui, c'est une technologie qui peut traiter les alertes, qui de plus en plus arrive à les corréler entre elles. Selon toi, quelle est la valeur additionnelle que tu vois dans le futur, au-delà peut-être des applications SOC? Tu as parlé un petit peu du hunting. Quels sont les principaux trucs où tu te dis, OK, Kevlar peut apporter de la valeur au-delà de la partie... Tu disais tout à l'heure, plus l'IA elle apprend de ce qui se passe, plus on la nourrit en fait, plus on la connecte à différents puits de données, plus elle apporte une compréhension qui va bien au-delà de ce qu'un humain aurait le temps de faire. Donc ça n'empêche pas l'humain derrière de finaliser, travailler sur l'élément de valeur le plus important, la communication avec le client, la compréhension finalement de l'organisation du client, parce qu'in fine, tu peux avoir des alertes, mais si l'IA, elle n'a pas toujours tout de est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal dans l'organisation de ce client-là. Donc c'est toujours le contexte. Donc nous, on est plutôt dans se dire, OK, on a commencé avec la partie SOC. Cependant, on va à tout prix y connecter le VOC, parce qu'il y a un lien extrêmement étroit entre ces deux-là. Donc bon, on compte beaucoup sur Kevlar pour avancer sur ces sujets-là. Mais moi, je crois au contexte. Voilà. Et le contexte, après, c'est interclient. C'est-à-dire que, une alerte un peu isolée chez un premier client, dans un secteur de clients donné, ça a beaucoup de valeur pour tous les autres clients. Et là, c'est pareil. Il y a énormément de choses qui étaient automatisables, mais n'empêche qu'à la fin, on a toujours l'humain qui a ses limites en termes de... Voilà, nous, on n'a pas une fenêtre de contexte aussi grande que l'IA. Donc on a toujours là la strate. Par contre, on se démultiplie en capacité. Moi, je crois au contexte, l'élargissement du contexte.
Très clair. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Vous êtes un peu bien placé tombe pour bien, le savoir. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense que beaucoup de gens opposent l'IA à l'analyste, à l'humain de façon générale. Nous, chez Kevlar, on a une thèse qui est pour le coup très claire là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'analyste peut apporter de la valeur et fondamentalement continuera à apporter de la valeur. Il y a beaucoup d'actions cependant que l'analyste n'a pas envie de faire. Honnêtement, traiter un mail, le 350e de la semaine, c'est pas forcément là qu'est la valeur. Aller pivoter sur CrowdStrike ou sur SentinelOne, dont je vois le logo un peu partout ici, c'est pas fondamentalement ce que l'analyste veut faire. Les analystes peuvent plutôt faire un travail de détective quand il y a un vrai gros signal. Par contre, là où nous, humains, avons de la formation que l'IA aura du mal à reconstruire, c'est clairement dans le contexte non structuré. Et c'est en ça que je rejoins parfaitement ce que tu dis, Benjamin. Plus l'IA passe de temps dans un SOC, plus elle arrive à apprendre. Parce que toute l'information n'est pas dans vos bases de données. Toute l'information n'est pas dans la CMDB. Quand on est dans un monde de laboratoire, c'est relativement facile de modéliser. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et effectivement, un des enjeux pour nous, c'est d'arriver à faire en sorte que l'IA puisse récupérer le maximum de contexte au fur et à mesure de ses interactions avec les analystes. Et puis au-delà de ça, qu'elle puisse quelque part apprendre le contexte d'elle-même. C'est quoi les patterns normaux chez une organisation A, c'est quoi les patterns qu'ils sont moins. Et en ça, pour le coup, l'intelligence artificielle a un gros apport potentiel. Et tout en restant dans de la fiabilité. Et nous, ce qu'on avait bien apprécié du coup chez Kevlar, c'est qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui partent direct au LLM. Et le LLM, tu peux tester, hein, tu lui demandes 4-5 fois la même chose, il ne te répond pas tout à fait la même chose. Donc le modèle plus prédictible, notamment sur le raisonnement, etc., nous, c'est ce qui nous a quand même beaucoup plu. On a des millions d'assets sur surveillance, donc il faut scaler aussi. Les LLM, ça ne scale pas autant que ça. En tout cas, beaucoup moins que le machine learning, beaucoup moins prédictible, et à des niveaux de coûts qui ne sont pas toujours les mêmes, même si ça a tendance à tout le temps baisser. Pour le coup, le ML est toujours devant. Donc le modèle avec le graphe combiné avec le langage naturel du LLM pour pouvoir expliquer ça, pour nous, c'était hyper important. Effectivement, ça c'est l'explicabilité est au cœur. Fondamentalement, d'ailleurs, pour moi qui ne viens à la base pas de la cyber, moi je suis machine learning engineer au fond. L'explicabilité est clé. Il est hyper important de pouvoir comprendre les décisions. La cyber, au fond, c'est un métier de confiance. C'est fondamentalement ça, le SOC. Et si vous n'arrivez pas à faire confiance en votre IA SOC analyste, vous l'utiliserez très peu. Vous l'utiliserez, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au mieux comme un assistant. Donc vous aurez beaucoup de questions à lui poser, etc. Mais ça diminuera d'autant le ROI. Donc voilà, on me fait signe pour m'arrêter. Je vous remercie en tout cas toutes et tous. Avec grand plaisir pour échanger avec vous plus en détail. On est au stand des 13. Vous pouvez aller voir nos partenaires aussi pour en parler. Mais merci d'avoir été là et j'espère que la présentation a tenu ses promesses. Merci à vous.